Bonjour à tous. Euh, donc en effet, Alexandre Perret, moi je suis psychologue à Bordeaux. Je travaille une partie en santé publique et l'autre partie, une activité clinique auprès des ados qui ont consommé des psychotropes et qui arrivent aux urgences pédiatriques. Et par ailleurs, je suis membre de la Société psychédélique française, ce qui est une casquette aussi un peu importante par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je ne pensais pas qu'il y aurait un lien aussi direct avec la présentation de Nicolas Dumont. C'est fantastique. Et j'étais vraiment émerveillé de tout ce que Nicolas a dit. Et on va commencer tout de suite par, en fait, un petit souvenir que je vais vous présenter ici rapidement. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, malheureusement, avec la lumière. Il y a trop de lumière sur l'écran. Ah là là. Euh, Il n'y a pas moyen de baisser la lumière. Hmm. Bon, non, tant pis. Tout à l'heure, ça fonctionnait, mais là, il y a vraiment rien, donc vous ne voyez pas cette image. C'est en fait un souvenir d'une nuit dans la forêt amazonienne il y a quelques années. Et pour la décrire, en gros, il y a une ombre lumineuse qui se morcelle en un certain nombre de petits points lumineux et qui explose et qui revient. Et je remercie du coup Séverine qui m'a prêté ce document qu'elle a réalisé dans le cadre d'un projet de danse. Donc, on va repartir sur la présentation. Euh, si je la retrouve. Okay. Euh, Excuse-moi pour ce petit cafouillage pour commencer. Là, ça va filer plus droit. Donc, en termes de plan sur la présentation, euh, des questions un peu fondamentales. Et donc, est-ce qu'on rencontre Dieu? Est-ce qu'on rencontre des entités? Et ou est-ce qu'on rencontre rien? Alors ça, c'est le premier plan. Mais j'ai fait un plan B qui correspond peut-être plus à ce que je vais vous présenter en fait. À savoir, en premier, on va aborder l'expérience mystique avec une définition et puis l'expérience du vendredi saint que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ensuite, on parlera des rencontres d'entités provoquées par DMT inhalé. Et donc là, il y a un lien en effet très très clair avec ce qui a été présenté sur Strassman précédemment. Et on finira avec quelque chose sur l'intelligence artificielle et des tripes réelles ou non. Alors, tout d'abord, psychédélique, c'est vrai que Nicolas a aussi employé le terme. Il y a potentiellement plusieurs définitions. Et en fait, il y a pas mal de termes qui sont employés pour dire plus ou moins la même chose, avec des différences. Je les reprends rapidement. Donc, hallucinogène, c'est qui provoque des hallucinations. Psychodysleptique, c'est qui va perturber le fonctionnement psychique. Psychomimétique ou psychotomimétique, ça, c'est un terme qui a été utilisé au début de l'utilisation des psychédéliques, avec l'idée que ça mime la psychose. Psychédélique, la définition historique, quand le néologisme a été créé, c'était l'idée de rendre l'âme visible. Et les entéogènes, c'est ce qui permet de communiquer avec les dieux. Et donc, sur les psychédéliques, notamment, vous voyez deux associations, MAPS en haut et Associés psychédéliques en dessous, qui n'ont pas forcément la même conception des psychédéliques. MAPS a une vision très très large, par exemple avec la MDMA, le principe actif de l'ecstasy. La société psychédélique est plus sur une conception très autour des psychédéliques classiques, qui ont une action sérotoninergique, en gros, pour schématiser. Le diagramme, vous l'aurez sur le PowerPoint de toute façon, juste pour représenter les différentes substances et les familles, et encore une fois, en bas, tout ce qui peut rentrer dans cette famille globale des psychédéliques. Quelque chose de fondamental dont je reparlerai plus tard, c'est ce triptyque substance, individu, contexte. En fait, si on se focalise que sur la substance, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le professeur Olivenstein en France qui avait conceptualisé cette idée par rapport à la toxicomanie et de dire, si on veut comprendre ce qui se passe pour un toxicomane,
il faut étudier la relation entre un individu et une substance dans un contexte donné. Alors en fait, il y a un psychiatre Zinberg aux États-Unis qui avait pondu ça un peu avant avec ces mots-là. Et récemment, je me suis rendu compte qu'un certain Timothy Leary, que vous connaissez peut-être, un des piliers de la culture psychédélique, avait déjà en fait antérieurement lancé cette idée de set and setting. Donc le set, comment va la personne, le setting, l'environnement, et par rapport au psychédélique, très clairement, de dire en fait, on ne peut pas seulement prendre en compte la substance ou la dose, mais aussi comment va la personne et dans quel contexte elle consomme les psychédéliques. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour dans la bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque physique avec des livres, et après, on continuera dans mon Zotero avec quelques références en ligne. Alors, tout d'abord, le premier livre euh, qui m'a interpellé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est l'histoire de Léo Zeff, qui est un thérapeute psychédélique aux États-Unis, un des plus grands, je pense, qui a réalisé le plus de thérapies. Et ben en fait, il a commencé à vouloir devenir thérapeute psychédélique après un trip à l'ibogaïne. Il a rencontré Monsieur Ibogaïne. Léo avait un trouble de l'usage des opiacés, de la codéine, ce qui était très en avance finalement sur son temps par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Grâce à l'ibogaïne, en fait, et à la relation qu'il a eue avec cette entité, Monsieur Ibogaïne, il a trouvé les solutions pour arrêter son problème de codéine. Ensuite, un rapport de 2006 de Catherine Reynaud pour l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, qui avait été demandé sur les effets recherchés chez les consommateurs de psychédéliques ou d'hallucinogènes, champignons, plantes hallucinogènes. Et sur cette étude qualitative, en fait, Catherine avait décrit trois types de consommation, trois motivations à consommer. Et par rapport au sujet d'aujourd'hui, finalement, la troisième est très intéressante parce qu'il y a cette recherche de percevoir des entités invisibles qui nous entourent. Ensuite, on a parlé aussi déjà ce matin de thérapie transpersonnelle. Et tac, Stanislas Grof arrive. Dans ce livre sur la thérapie psychédélique, il y a un chapitre sur, en tant que tel, la thérapie psychédélique. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'objectif, c'est de créer les conditions optimales pour permettre la mort de l'ego et la transcendance. Alors ça, c'est l'objectif. Mais finalement, ce que Grof décrit dans ce qui est perçu à cette dose-là, sur une dose héroïque au niveau des psychédéliques, c'est des visions brillantes, une lumière blanche ou dorée, un spectre arc-en-ciel, des graphismes élaborés comme des plumes de pan, des visions d'archétypes, de dieux, de divinités, de différentes cultures, une unité cosmique, un sentiment d'unité cosmique. Et il précise qu'en fait, ces interprétations sont aussi selon la culture et l'éducation, évidemment, de la personne. Alors là aussi, dommage, vous n'avez pas vu, donc c'est lumière brillante au début, mais qui matchait parfaitement avec cette définition de Stanislas Grof. Dernier livre, là on est plus sur un petit essai, je ne sais pas si vous connaissez Arthur H, mais Fugue, qui est sorti il y a 2 ans, qui est très sympa, et où il fait un parallèle entre 3 fugues différentes, la dernière fugue de Bach, la fugue de sa mère quand elle était jeune, et sa propre fugue à lui, et la découverte des champignons hallucinogènes. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il rencontre dans le livre l'esprit de Jean-Sébastien Bach, et il décrit toute cette communication avec cet esprit-là. On a fini le tour des livres physiques, on passe aux livres virtuels et aux articles scientifiques sur Zotero. Et je vais boire un peu d'eau. Alors, sur les usages traditionnels, en fait, là, je vous ai mis un article qui vient de sortir le mois dernier de David Dupuis et Samuel Vessière. Et j'ai mis cet article pour vous dire que je ne vais pas vous parler des usages traditionnels, en fait. Ça peut paraître paradoxal comme ça. En fait, il y a toute une question au niveau anthropologie, sociologie, histoire, que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas travaillé. Et je ne voudrais pas risquer de vous donner des contre-vérités sur le sujet. Et donc, je trouve que cet article-là est vraiment très intéressant. En fait, là, David propose un concept de super placebo actif.
Et en fait, ça fait écho avec le triangle que je vous ai montré tout à l'heure sur l'individu, la substance et le contexte. Et leur théorie qu'ils exposent dans cet article, c'est de dire, finalement, la substance, elle est peut-être pas si importante que ça. Elle vient jouer quelque chose dans le processus thérapeutique, rituel, symbolique, interpersonnel. Mais l'enjeu, il se passe beaucoup plus au niveau du set et du setting. Et finalement, est-ce que dans les usages traditionnels, la substance n'a pas plutôt un enjeu de suggestibilité? Et à ça, ils font écho finalement sur les thérapies actuelles. C'est vraiment un super article. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. On arrive donc sur la première partie finalement. Euh, et donc, cette histoire d'expérience mystique. Là, ça va être deux articles que je vais vous présenter qui sont issus de l'équipe de Baltimore au Johns Hopkins, l'équipe de Roland Griffiths. Ils se basent sur une définition de Watts de 1970 avec l'idée que l'expérience mystique sont des états de conscience particuliers dans lesquels l'individu se découvre être un processus continu avec Dieu, avec l'univers, avec le grand tout. Et quel que soit le nom utilisé, par son conditionnement culturel ou la préférence personnelle pour l'ultime vérité éternelle. Donc, ils ont cette définition-là. Et après, on va voir qu'ils prennent une autre définition pour avoir des critères qui vont permettre de faire des échelles. C'est la définition de Stace de 1960 et qui parle d'un sentiment d'unité. On retrouve ce qu'évoquait aussi Groff tout à l'heure et l'expérience donc de devenir un avec tout ce qui existe. Alors, cette unité peut être externe ou interne, je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Et il y a 6 dimensions. Une notion de sacré, une qualité noétique, c'est-à-dire le fait de donner un sens, de trouver un sens. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très classiquement chez les consommateurs d'hallucinogènes ou de psychédéliques, en fait. L'idée d'une révélation. J'ai enfin compris ce que je pensais savoir depuis toujours, et là j'ai découvert. Une humeur positive profondément ressentie. L'ineffabilité, c'est-à-dire l'incapacité à mettre des mots sur l'expérience qui a été vécue. La paradoxalité, c'est-à-dire de faire coexister des choses qui, a priori, ne pourraient pas coexister. Un exemple assez classique qu'on peut avoir, c'est des gens qui vont dire, moi, je suis très cartésien, et pourtant, là, il s'est passé quelque chose, j'ai vu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose qui n'existe pas normalement, mais en fait, ça existe. Et un 6e item qui est une transcendance du temps et de l'espace, et là, ça dépend des catégories, il la laisse ou pas. L'expérience mystique, donc Griffiths présente cette expérience de Walter Pahnke de 1962, qui est assez extraordinaire, l'expérience du Vendredi Saint. C'était l'époque où on pouvait faire des essais cliniques de manière beaucoup plus détendue qu'aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire. Mais là, en tout cas, c'était assez rock'n'roll, puisque du coup, il a donné 30 mg de psilocybine à 10 sujets. Il a fait un groupe contrôle avec un placebo actif, ce qui est quand même relativement malin par rapport aux questions qu'on a actuellement, de dire oui, mais sur les psychédéliques, on ne peut pas avoir de placebo, donc on ne peut pas comparer. Là, c'est nicotinique. Et en fait, ces sujets, c'était des séminaristes, avec l'idée de se dire, mais ça serait vraiment intéressant de voir si chez eux, ça peut développer une expérience mystique. Et donc, le jour du Vendredi Saint, pendant l'office, il a distribué donc, à 10 séminaristes de la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, et à 10 autres des sels de nicotine. Qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats, ils ont évalué immédiatement après et pendant 6 mois avec des questionnaires issus des critères de Stage dont je vous ai parlé. Et globalement, on a entre 30 et 40% des sujets qui ont eu la psilocybine qui décrivent avoir une expérience mystique à plus de 60% sur les grilles du questionnaire. Et au niveau de la nicotine, aucun ne décrit d'expérience mystique. Donc on se dit, mais une étude avec des résultats comme ça, c'est juste énorme, quoi. Enfin, c'est rare d'avoir des résultats aussi beaux. Par ailleurs, Rick Doblin, qui est le directeur de MAPS dont j'ai parlé tout à l'heure, 25 ans plus tard, a retrouvé 16 des sujets et il a réévalué. Il a refait passer des questionnaires et ça n'avait pas trop bougé en fait par rapport aux deux groupes. Et ceux qui avaient la psilocybine continuaient de décrire des bénéfices positifs 25 ans après dans leur vie par rapport à cette expérience-là.
donc magistrale. Les limites de cette étude et les quelques biais, c'est qu'en fait, quand ils ont fait l'expérience, ils ont eu du mal à maintenir le secret et à ne pas décrire ce que ça risquait de faire au sujet. Et en plus, visiblement, il y a la moitié de l'équipe qui participe à l'expérience, des chercheurs, qui avaient aussi pris de la psilocybine. Donc voilà, les cadres de recherche, c'est particulier à l'époque. On passe à une autre étude du coup de l'équipe de Griffiths. Et là, en effet, c'est vraiment le lien très clair avec ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est les rencontres d'entités provoquées par de la DMT, donc du dimethyltryptamine inhalé. L'objectif, c'était de caractériser les phénomènes subjectifs, l'interprétation et les changements persistants. Après cette expérience mystique de rencontre d'entités, pardon, cette expérience de rencontre d'entités avec de la DMT. Alors, le modèle d'enquête, pareil, c'est des modèles avec des biais, des limites. La force de cette étude, c'est le nombre de sujets. Vous voyez, il y a plus de 2500 participants et c'était des questionnaires en ligne, en fait. Donc, une moyenne d'âge de 32 ans, majoritairement des hommes. Vu que c'était aux États-Unis, on sait que c'était majoritairement des blancs. Ça correspond bien au cliché qu'on a des consommateurs de psychédéliques aux États-Unis. Et en fait, ce qui aurait été demandé, c'était de répondre aux questions par rapport à la rencontre la plus mémorable qu'ils ont eue avec une entité sous DMT. Et donc, c'était de février à décembre 2018. Au niveau des résultats, il y en a énormément. Là, c'est les principaux. Je vais vous lire parce qu'ils me paraissent très intéressants. Alors, tout d'abord, c'est les sens qui ont été impliqués. Vous demandez comment, en fait, vous perceviez les entités. Et majoritairement, c'était visuel et aussi extrasensoriel, notamment la télépathie. Les non donnés, on retrouve les extraterrestres, mais aussi que ce soit un être, un guide, un esprit, une aide, un aidant. L'élément intéressant au niveau des effets peut-être moins positifs, quoique ça dépend, enfin, c'est qu'il y a 41% des répondants qui ont eu peur à ce moment-là. Ils décrivent vraiment une sensation de peur dans ce qui s'est passé dans l'expérience, mais c'est contrebalancé par les émotions les plus importantes qui ont été vécues par le sujet et par l'entité. Parce qu'on demandait aussi au sujet ce que l'entité ressentait. Et là, on voit de l'amour, de la gentillesse, de la joie. Alors, dans l'immense majorité, ce n'est pas l'ensemble des cas. Pour la majorité, les entités sont conscientes, intelligentes et bienveillantes. Et elles existent dans une dimension du réel, mais qui est différente de notre réalité. Et elles existent après la rencontre. Elles continuent d'exister. Sur les messages, les entités, dans 70% des cas, ont transmis un message à la personne. Et il y a eu 20% de prédiction de l'avenir. Au niveau des sujets, parmi ceux qui étaient athées avant de vivre cette expérience avec la DMT, il y en a 50%, pardon, il y en a plus de 50% qui étaient athées et qui, après l'expérience, ne s'identifient plus comme athées. Ça appartient aux expériences de vie les plus significatives qu'ils ont vécues dans leur vie. Ça fait partie des questions classiques ça, dans les études sur ce type de protocole. Et ils notent des changements positifs persistants dans la satisfaction de leur vie. Dernière étude que je voulais vous présenter sur l'intelligence artificielle. Alors là, je remercie Hugo qui est en thèse de neurosciences et je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible parce qu'on a fait un journal club dessus la semaine dernière à la Société psychédélique et il nous avait sorti cet article qui est assez excellent. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'outil, mais en fait, ils ont créé une machine à halluciner. Alors, le but de l'algorithme, en fait, c'est d'essayer de modéliser une façon de percevoir ou une théorie sur la perception. Si on prend la vision, c'est l'idée de penser le modèle en bottom-up, pardon, en top-down, c'est-à-dire que la perception, ce qu'on voit, est la résultante d'un ensemble d'images qu'on a déjà intégrées et on produit constamment, en fait, on adapte ce qu'on voit par rapport
à ce qu'on a intégré comme image. Et c'est comme ça qu'on comprend ce qu'on voit. Donc potentiellement, le niveau le plus élevé, c'est la perception qu'on partage a priori, et c'est celle où on a réussi à reformer la réalité par rapport aux images antérieures qu'on a apprises. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une image entièrement intégrée. C'est un campus en Angleterre. Là, on est au niveau en dessous. On voit qu'il y a des traits, les images ne sont pas parfaites. On est au niveau en dessous avant que l'ensemble des liens se fassent sur différents nœuds et que l'image se forme comme on peut l'imaginer. Si on va encore en dessous, là, vous voyez ce qu'on commence à percevoir. Il va y avoir des hypothèses d'images qui vont être posées parce que l'algorithme va repérer des traits et se dire, tiens, ça, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça. Et ça va être rectifié en passant au niveau supérieur. Et si on va encore à un niveau en dessous, là, on commence à voir, je ne sais pas si l'image est bien visible pour vous, mais des visages, notamment d'animaux apparaître. Alors ça, c'est parce que dans le machine learning, on a donné un certain nombre d'images à la machine pour apprendre à reconnaître. Et donc, elle pose des images qu'elle connaît qui ressemblent à ce qu'elle voit comme stimuli sur cette photo. Et donc, dans l'expérience, ce qui est vraiment très rigolo, c'est qu'ils ont couplé ça avec un masque de réalité virtuelle et ils ont fait deux groupes de sujets. Des qui vivaient ça et des qui avaient, est-ce que je peux le remettre en arrière, enfin, l'image normale. Et vous allez me dire, mais ça a servi à quoi? Alors, là, ce que vous voyez sur la toile d'araignée de droite, en bleu, c'est les résultats sur un questionnaire d'évaluation de l'expérience mystique. Ce n'est pas les mêmes que ceux présentés précédemment, mais c'est vraiment quasiment les mêmes items si vous regardez. Pour ceux qui ont eu la vision altérée. Et en gris, c'est ceux qui ont eu la vision dite normale. Et ils ont comparé ça, de l'autre côté, avec les résultats qu'on a sur l'évaluation de l'expérience mystique après une consommation de psilocybine. Alors ça, ce n'est pas des résultats des patients de l'étude. Ils ont pris des résultats d'autres études sur des scores de cette échelle-là. Et donc, vous pouvez constater que c'est quand même très joli parce qu'il y a une superposition quand même très, très propre entre la réalité virtuelle et la psilocybine sur des critères assez fous comme la dissolution de l'ego. Si on a encore un instant, je peux essayer de vous faire plonger dans Deep Dream. Si vous voyez. Hmm. Autant d'un coup. Voyons voir. Non, c'est pas criant. Bon, je vous mettrai les liens sur le PowerPoint, vous pourrez aller regarder. Ouais. En conclusion, pour ne pas déborder au niveau du temps, je vais juste vous dire à vous de voir en fait. Et je vous laisse ce magnifique petit mème d'Alex Gray, qui est un des grands artistes psychédéliques, enfin, un des plus connus au monde. Et vu que c'est la période d'Halloween, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, en tout cas, il l'a relayé sur Twitter pour l'instant. Ça va peut-être changer. Mais avec cette espèce de mise en garde, de surveiller les bonbons de vos enfants. Quelqu'un a essayé de cacher une dimension entière dans cette barre de chocolat. Et c'est juste une toile d'Alex Gray. En fait, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Ça fait complètement penser à ce que fait l'intelligence artificielle par rapport à ces niveaux de perception dont je vous ai parlé. Pour finir, si vous voulez qu'on reste en contact, vous aurez le PowerPoint avec mes coordonnées. Merci de votre attention et désolé pour les soucis techniques.
Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Antoine, je parle sous ton contrôle. Je vous propose alors que nous fassions la pause et que nous reprenions à 11h15 ou plutôt, Antoine? 11h. C'était prévu 11h15, mais donc 11h avec l'intervention du professeur Khadija Sharawi. À tout de suite.